Tu es fondateur de Blast Je suis Club. Anthony Bourbon, investisseur, fondateur de Fil et juré dans l'émission Qui doit être mon associé. Bonjour Anthony et bienvenue sur mon divan. Comment tu te décrirais Anthony? Qui est le vrai Anthony? Je dirais que je suis un jeune qui a beaucoup souffert, mais qui a puisé dans cette souffrance une énergie qui lui permettra de faire de grandes choses. Cette souffrance, tu peux m'en parler plus en détail? Yes, je viens d'une famille assez compliquée, avec un père violent, donc une mère dépressive qui subissait des journées, on va dire, compliquées. Donc on a grandi dans une maison vraiment où on n'était pas heureux de se retrouver. Et c'est vrai que ça laisse des traces dans le sens où tu te fais une idée de la vie qui est très loin de ce que les autres vivent. Donc quand tu croises des jeunes à l'école, tu penses qu'ils ont à peu près une vie similaire à la tienne, alors que pas du tout. Et je m'en suis rendu compte quand je suis parti du domicile conjugal vers 17 ans, 16-17 ans. J'ai vu qu'en fait la vie c'était pas juste de la souffrance, juste de la haine, juste des problèmes, mais qu'on pouvait aussi prendre un maximum de plaisir. Mais je dirais qu'au final j'ai quand même été chanceux parce qu'il vaut mieux commencer par quelque chose de très difficile et finir par quelque chose d'agréable plutôt que l'inverse. Parce que si tu commences par une vie agréable et que tu finis chez mon père, c'est pas le bon setup. C'est quoi ton plus vieux souvenir? Ouais, c'est quand j'étais chez moi, je pense, dans la maison. J'étais beaucoup dans ma chambre pour m'isoler, on va dire, du reste de la maison. Donc ouais, j'étais souvent dans ma chambre. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Je lisais des livres qui faisaient peur. Les chairs de poule et compagnie, là, c'était des histoires un peu avec des sorcières, des monstres. Donc j'aimais bien lire, ça me permettait de sortir de mon quotidien. Tu me parles de cette souffrance. J'ai envie de comprendre quel est le plus vieux souvenir que tu as eu vis-à-vis de cette souffrance. Est-ce que pour toi, ton enfance a démarré par la souffrance ou est-ce que tu as eu une première partie d'amour qu'un enfant devrait avoir? Non, je pense que mon père était malade, donc depuis qu'il était avec ma mère, il avait ce type de comportement. Et très souvent, les couples malheureux pensent qu'en faisant un enfant, ça va s'arranger, alors qu'en réalité, je pense que ça empire la situation. Donc non, de mes plus vieux souvenirs, il y a toujours eu un climat très compliqué avec des crises de mon père qui pouvaient exploser n'importe quand. Ma mère essayait de compenser en me donnant de l'affection, mais même elle a été tellement atteinte à un moment que ça a dû changer un peu, on va dire, sa perception de la normalité. Donc non, j'ai pas souvenir de moments heureux quand j'étais jeune. En tout cas, long terme, je pouvais avoir une demi-journée qui était cool parce qu'il se passait rien. Mais disons que je vivais pas dans un climat épanoui. T'avais d'autres familles, frères et sœurs, cousins, oncles? Non, aucune famille. On était coupés du reste de la famille parce que comme mon père était un pervers narcissique, sociopathe, t'appelles ça comme tu veux, une de leurs techniques, c'est de couper du reste du monde de manière à pouvoir avoir une emprise forte. Donc on n'avait pas de famille, on voyait personne, pas de frères, pas de sœurs. Et lorsque tu étais enfant, quels sont tes souvenirs, je vais dire, allez, de 8 à 10 ans? Comment tu voyais tes parents à ce moment-là? Est-ce que ce qui se passait, tu trouvais ça normal? Est-ce que tu sentais déjà de la haine? Comment tu te sentais, tu voyais tes parents à ce moment-là? T'as pas vraiment de référentiel quand t'es jeune, donc tu te rends pas compte de ce qui est normal ou pas. Mais je sentais bien quand ma mère me disait surtout ne raconte pas à l'école ce qui se passe à la maison qu'il y avait quelque chose d'anormal. D'ailleurs c'est quelque chose qui revient souvent. Aujourd'hui j'accompagne pas mal de jeunes dans ces situations et je leur dis toujours bon, moi tu peux tout me dire, même si tes parents t'ont dit de ne pas te dire, tu peux dire et très souvent tu libères immédiatement des secrets qui peuvent être assez lourds. Donc j'avais pas conscience que c'était à ce point pas normal. Maintenant oui, quand il y a autant de haine et de tension, tu comprends en tant qu'enfant que bon, c'est pas génial, quoi, que tu aurais pu mieux tomber. Maintenant, il y a toujours pire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je lisais beaucoup. J'aimais bien lire des situations encore pires que la mienne, et comme ça, je relativisais. Et je pense quand même que malgré tout, en France, tu vois, j'ai jamais manqué d'eau et de nourriture. Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dans une cave, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans une famille qui se nourrissait, donc j'avais pas de manque, on va dire, primaire. Mais oui, d'un point de vue épanouissement, c'était pas la folie, quoi. T'avais pas de manque primaire, mais des manques affectifs, tu l'as ressenti quand t'étais enfant ou tu t'en es rendu compte plus tard? Non, moi, manque affectif, c'est pas un truc qui m'a trop frappé. Ma mère compensait quand même par rapport à mon père.
Lui, c'était un peu un bourrin, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de pères qui sont dans ce cas de figure, qui n'osent pas trop montrer leurs émotions. Je suis pas marqué à ce niveau-là, j'avais pas besoin de plus d'attention. J'étais déjà concentré sur moi-même. Quand j'étais jeune, j'aimais bien me parler tout seul ou écrire beaucoup. J'avais pas besoin de l'avis du monde extérieur. Qu'est-ce que tu écrivais à l'époque? J'écrivais pas mal de trucs, j'ai toujours été plutôt bon en écriture, j'avais des super notes et j'aurais voulu faire un bac littéraire, mais mes parents m'avaient obligé à faire un bac scientifique parce qu'à l'époque c'était ce qui se faisait quand tu avais des bons résultats et j'étais toujours premier à l'école. Et du coup je m'étais retrouvé en bac S alors que je détestais les maths, la physique et j'avais souffert au lycée parce que j'étais qu'avec des petits génies des maths et donc je me retrouvais vraiment stupide. Et c'est marrant à quel point si tu juges ton intelligence sur une matière qui n'est pas faite pour toi initialement, ben tu vas te trouver con et tu vas te dévaloriser. Alors que si on m'avait fait des tests en marketing ou en littérature, je pense que je me serais perçu beaucoup plus intelligent. Donc toujours être capable d'écouter l'envie des enfants, les accompagner dans leurs envies les plus profondes. Et c'est pour ça que je trouve toujours aberrant qu'il y ait des conseillers d'orientation en troisième, en tout cas à mon époque c'était en troisième, qui te conseillent d'aller dans telle ou telle filière sans même avoir pris le temps de te demander ce qui te passionnait, ce que tu faisais comme loisir le week-end. Tu dis qu'étant adolescent, tu avais des bonnes notes et tu étais souvent premier de la classe, c'est ça? Oui. Comment tu te décrirais à cet âge-là? Qu'est-ce qui se passait quand tu rentrais chez toi? Qu'est-ce que tu faisais en dehors de l'école? Pour le coup, mes parents, ils m'obligeaient à travailler quand même. Donc pour ça, j'avais de la structure. Je faisais toujours bien mes devoirs. J'avais de la chance de retenir assez vite, de bien comprendre. Et j'aimais bien gagner déjà à l'époque, donc je voulais être le meilleur. Je détestais perdre et ça pouvait m'affecter d'être deuxième ou troisième. J'étais très sensible à cette époque et donc petit à petit j'ai construit une carapace émotionnelle qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus dans le contrôle et sans être affecté, on va dire, par le monde extérieur. Et après je faisais beaucoup de sport, donc pour le coup ils m'ont quand même donné des valeurs qu'il faut leur reconnaître, qui sont positives. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours lu beaucoup de livres. Donc ouais, je faisais beaucoup de natation quand j'étais jeune. C'était intéressant, ça me permettait de m'évader, mais mes parents me poussaient quand même à toujours faire le maximum. Tu me parles de cette envie d'être le meilleur. Est-ce que tu te rappelles à quel moment ce sentiment est né en toi? À quel moment c'est devenu une nécessité d'être le meilleur? Disons qu'au début, je réalisais que je détestais perdre et je pouvais vraiment me mettre dans des états, je pouvais pleurer dès que je perdais un jeu de cartes, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment vexé et je pense que j'avais un problème un peu de confiance en moi qui fait que dès que je perdais, j'avais l'impression de ne plus avoir la validation du monde extérieur ou que les autres allaient me juger. Et plus j'ai évolué, plus j'ai grandi, plus j'ai pris confiance en moi et plus je devenais compétiteur. Je pense que l'envie de gagner se prend au fur et à mesure. Il y a une part de génétique, mais plus tu as confiance et donc plus tu travailles, plus tu deviens déterminé. Je suis persuadé que la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert en grande partie parce que c'est un peu comme dans un contrôle à l'école. Si tu as révisé comme un fou depuis une semaine et que tu as un contrôle surprise, tu es très content qu'il y ait le contrôle parce que tu sais que tu vas le défoncer. Maintenant, si tu n'as rien révisé parce que tu joues au foot, tu es inquiet, stressé, tendu et si tu passes au tableau, tu vas être très mauvais. Donc je pense que la préparation et le travail, encore une fois, jouent un rôle prépondérant. Tu me dis que ton envie d'être le meilleur est née de ta volonté d'avoir la validation des autres, probablement par un manque de confiance que tu avais, mais plus tu as pris confiance, plus tu as eu envie finalement d'être le meilleur et d'être compétiteur. Alors que si tu as confiance, ça aurait dû être le contraire. Une fois confiance et une fois avoir eu la validation des autres, pourquoi cette envie d'être meilleur est grandissante? Je pense d'un point de vue psychologique que je crois en moi, j'ai très confiance en moi, mais en même temps je doute énormément. J'observe ça chez pas mal de gens qui sont autour de moi et qui essaient de faire de belles choses. En même temps, ils ont confiance en eux, mais en même temps ils doutent. Et donc c'est ce paradoxe qui leur permet de toujours se poser les bonnes questions, de toujours se challenger, de toujours aller plus loin. Et c'est vrai que même aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui me disent « c'était bien ce que tu as fait, t'inquiète, c'était cool ». Donc en même temps, j'ai confiance quand il faut avoir confiance, c'est-à-dire que je peux aller prendre le micro devant des gens, je ne vais pas être particulièrement stressé, mais malgré tout, je vais toujours me demander si j'aurais pu faire mieux, je vais re-regarder la vidéo, je vais me challenger et je pense qu'il y a toujours ce manque de confiance
en moi qui est là, présent, mais que je maîtrise mieux. Et la deuxième partie de la réponse, c'est que je prends du plaisir à gagner. Et j'essaie d'être un peu plus tendre avec l'ennemi, parce qu'il y a encore quelques années, je t'aurais dit que je prenais plaisir à détruire l'autre quand il était mon adversaire. C'est toujours un peu vrai, mais bon, quand même avec moins de virulence. Qu'est-ce que tu ressens quand tu bats un adversaire? C'est avant tout un combat contre toi-même. Tu fais de la boxe, donc tu sais de quoi je parle. En réalité, évidemment, tu dois battre l'adversaire, mais tu dois surtout battre tes peurs, être obligé de te mettre une discipline forte, que ce soit sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur le mindset. C'est un peu la même chose. Ce qui me plaît, c'est d'avoir des concurrents qui sont très forts. Je m'ennuie face à des gens faibles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, qui veut être mon associé. Parce que je me retrouve face à des investisseurs de renom qui sont plus vieux que moi, qui ont plus d'expérience que moi, et ça m'oblige à augmenter mon niveau de jeu. Et je pense que chaque saison, je deviens un peu meilleur. Et l'objectif, c'est de toujours aller plus loin. C'est pareil pour tous les combats que j'entreprends. La phrase le plus important, c'est de participer, me rend fou. C'est quelque chose qui est inimaginable pour moi. Si je participe, c'est que je dois gagner. Et ça ne veut pas dire que je pense que je suis meilleur que les autres, c'est-à-dire que je vais tout faire pour devenir le meilleur. Et honnêtement, après, j'y prends du plaisir. Je trouve ça intéressant de se challenger, de ne pas se mettre de limites et de voir jusqu'où tu peux les repousser. Si on revient à ton adolescence, je veux dire 16-18 ans, tu m'as dit qu'il y a un événement important qui s'est passé à tes 17 ans, c'est le moment où tu as quitté ta famille? Oui. Tu peux revenir sur ce moment? Une fois que mon père avait atteint le pic de violence, parce que généralement ce type de profil, ça monte en puissance, ça devenait vraiment dangereux. Et du coup, j'ai œuvré et j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'elle quitte le foyer. Et donc, elle a pris ses affaires, son courage à deux mains, parce que très souvent, les femmes qui sont victimes de violences pensent qu'il faut attendre la majorité de l'enfant. Il y a une sorte d'attachement au bourreau, syndrome de Stockholm, en pensant que ça va détruire la famille si elle se retrouve seule. Donc, elle a attendu un peu tard, à mon sens, et on s'est retrouvés, elle et moi, donc tous les deux. Et je pense que tout ce qui s'est passé pendant les 16 premières années de ma vie et elle les 20 ou 25 dernières, depuis qu'elle était mariée, est ressorti à ce moment-là. Et donc on a tous les deux décompensé et c'est notre relation qui en a pâti. Et donc au lieu de s'entraider et de se comprendre, on s'est encore plus déchiré. Et donc c'était un peu la double sanction qui fait qu'on n'a pas pu revivre ça et qu'on a dû trouver des solutions pour se séparer. Et disons qu'elle a trouvé la solution d'elle-même en me demandant de quitter le foyer familial. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que moi-même, je montais dans les tours, dans la violence, et j'ai quand même la même génétique que mon père. Donc si je n'étais pas capable très jeune de la maîtriser, j'aurais fini un peu comme lui, je pense. Tes parents sont restés ensemble? Non, non, ils ont divorcé quand j'avais 16 ans, juste avant que je me retrouve à la rue. T'as des contacts avec eux encore aujourd'hui? Non. Et ils ont essayé de reprendre contact? Mon père, non. Ma mère a essayé de m'écrire une ou deux fois ces dernières années, mais très vite on a compris que ça n'allait pas fonctionner. Et je pense sincèrement que quand tu as accumulé trop de mauvais souvenirs, c'est impossible de recoller un vase qui est complètement éclaté. C'est un peu comme dans une relation amoureuse où tu t'es trompé 10 ou 15 fois. Bon, t'auras beau te remettre ensemble, au moindre doute, il y aura des inquiétudes, il y aura des tensions. C'est pareil dans une relation, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais faire un effort, etc. Moi malheureusement, je pense que les relations pathogènes, sans jeter la faute sur elle ou sur moi, on va dire que c'est un binôme, hein. Donc un peu comme dans un couple, quand ça va pas, généralement, ça vient des deux côtés. Je pense que c'est mieux qu'on garde nos distances. Moi j'ai trouvé un équilibre honnêtement qui me correspond et de manière assez égoïste, j'ai pas envie de prendre des risques, même si je sais que c'est un sujet important et que peut-être un jour je le regretterai. Tu penses que tu le regretteras un jour? Non, je ne pense pas. À tes 17 ans, tu quittes le foyer familial. Comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais ce que va être ta vie? Est-ce que tu as des doutes? Comment tu te sens? C'est spécial, hein. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé vraiment à la porte, à la rue, parce qu'elle me menaçait souvent de le faire, mais bon, je me disais ça va pas se passer.
J'ai été déjà accueilli le premier soir par un de mes meilleurs amis qui vivait avec ses parents, parce que le problème c'est qu'à cet âge-là, tous mes potes étaient chez leurs parents, donc c'était compliqué. Et quand je me suis retrouvé chez les parents, la première phrase que le père m'a dit c'est moi je veux pas de problème avec tes parents, donc demain il faudra que tu sois parti. Et donc là c'est le premier moment où je me suis dit ok, ça va être chaud, et il va falloir trouver des solutions. Et le lendemain effectivement ils m'ont demandé de partir, et je me suis retrouvé, je m'en souviens, place Gambetta à Bordeaux pour ceux qui connaissent. J'avais laissé ma valise chez mon pote parce que je savais pas du tout quoi en faire, et comme il y avait tous mes vêtements dedans, je me suis dit faut pas que je la perde ou que je galère à la traîner. Et il m'avait dit qu'il me la poserait plus tard dans la semaine. Et donc là j'ai commencé à marcher, je me souviens c'était ma première réaction parce que j'avais encore cet ego on va dire qui est toujours présent, et je voulais pas que les gens pensent que j'étais dans une situation compliquée. Et alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que je dénonce aujourd'hui, et quand je vois des jeunes je leur dis tout de suite ne t'inquiète pas de l'avis des autres, de leur jugement, parce qu'en réalité déjà les gens s'en foutent de ce que tu fais, mais ça doit surtout pas avoir un impact sur tes décisions, sur tes choix. Et là la première chose que j'ai fait c'est marcher, et donc j'ai marché toute la journée parce que j'avais envoyé quelques textos, j'avais essayé de lancer des perches, et des hameçons en espérant que quelqu'un allait m'aider, et en fait j'ai compris que personne n'allait m'aider. Et donc là j'ai commencé à me dire voilà, il faut mettre un plan en place, il faut trouver des techniques, des stratégies, et j'ai pris un bloc-notes où je me suis écrit différentes étapes à court terme, moyen terme, long terme, de manière à pouvoir avoir quand même une visibilité, une vision, parce que le problème, et à ce moment-là je ne le réalisais pas, mais des SDF, des sans domicile fixe, on a toujours l'image du mec qui est dans la rue depuis 10 ans, qui est adulte, mais en réalité SDF c'est juste que tu n'as pas de domicile à toi, et que tu dors un coup chez les uns, un coup chez les autres. C'est beaucoup plus large que ce qu'on pense, et d'ailleurs il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine en France. Et donc même si à l'époque je ne mets pas ces mots sur ma situation, je réalise que tout va être compliqué, parce que tu ne peux pas faire de courses parce que tu n'as pas d'endroit où les stocker, tu peux très difficilement avoir beaucoup d'affaires avec toi, tu ne sais pas quand tu vas pouvoir te doucher, tu ne sais pas quand tu vas... Donc c'est très compliqué. Et donc au début, je me dis, je vais retirer de l'argent. Donc je me souviens, c'était à la caisse d'épargne. Quand j'étais petit, c'était les comptes avec les écureuils là. Et j'avais économisé heureusement de l'argent depuis ma plus tendre enfance, parce que j'étais déjà très économe. Ça pour le coup, c'est mes parents qui me l'ont inculqué. J'économisais dès qu'on me donnait 20 francs à un anniversaire. Et donc du coup, j'avais économisé, je sais plus, l'équivalent de 400 francs à l'époque, ou 500 francs. Et heureusement que je les avais, parce que j'ai été les retirer. Et je me suis dit, voilà, c'est tout ce que tu as, donc faut pas les cramer. Et pour pas les cramer, j'ai mis en place une stratégie pour dormir chaque soir dans un endroit différent, de manière à ce que les gens ne pensent pas que je n'avais pas de solution. Donc j'avais trouvé une carte de la ville avec tous les cybercafés, avec tous les arrêts de bus, avec tous les mini-hôtels miteux. Et du coup, je faisais un roulement pour jamais dormir dans le même cybercafé pendant un mois, de manière à ce que les gens ne pensent pas. Et c'est les cybercafés qui m'ont sauvé. Et du coup, j'ai été beaucoup sur Internet, et c'est là que j'ai commencé à me former, à apprendre des choses. À l'époque, c'était le tout début. On n'avait pas Google à dispo sur les téléphones. Et donc, j'essayais de lire, d'apprendre pour trouver des solutions. Tu étais scolarisé à ce moment-là ? Ouais, j'étais toujours scolarisé. J'ai toujours eu cette intuition que l'école me permettrait d'absorber les codes, d'absorber, en fait, de pouvoir faire le caméléon. Et donc j'ai continué, et comme j'étais plutôt bon, je le faisais par correspondance, parce que comme je bougeais souvent le matin, c'était pas forcément facile d'aller à l'école, enfin au lycée. Et donc j'ai continué en faisant ça par correspondance, et même ma fac de droit, je l'ai commencé en correspondance. Donc pendant la journée, j'essayais de gagner de l'argent, et le soir, je faisais le minimum vital pour faire mes cours. À partir de là, je suis devenu moins bon, on va dire, dans les résultats. Mon objectif, c'était d'avoir la moyenne, parce que j'avais pas le temps de faire partie des meilleurs. Mais par contre, je gagnais de l'argent, et c'était devenu un autre objectif beaucoup plus tangible et nécessaire, parce que ce qui est horrible quand on est sans domicile fixe, c'est qu'on est un peu comme un fantôme qui erre sur la planète sans objectif. Et donc en fait, tu n'as plus de vision. Et c'est vraiment ce que j'essaie de conserver. C'est une envie de rester en vie, parce que si tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de raison de te forcer à faire mieux. Et donc j'essayais toujours de projeter
C'est un peu de la méthode Coué, mais à force de projeter, de visualiser, je m'imaginais dans une Ferrari, arriver dans un beau restaurant, avec de la visibilité, en ayant une petite notoriété, et ça me faisait marrer. Et donc je me mettais de la musique dans les oreilles, et je continuais à le visualiser pendant 1 heure, 2 heures, et ça me donnait l'énergie de continuer à croire en la suite. Elle a duré combien de temps cette situation où tu n'avais pas de domicile? Ça a été long parce qu'il y a des périodes où c'était vraiment la crise quand je dormais sous les ponts. Après, il y a un pote qui était coiffeur qui m'a hébergé 1 mois ou 2. Et il y a une femme qui m'a aidé, que j'avais croisée, et je ne sais pas pourquoi elle était venue me parler. Et elle avait un bel appartement à l'époque. Elle m'avait dit « Viens vivre chez moi ». Elle était tombée amoureuse, je crois. Les femmes m'ont souvent sauvé, donc c'est pour ça que j'ai un grand respect pour les femmes. Et donc du coup, j'avais cet appartement, et ce qui était fou, c'est qu'elle avait beaucoup d'argent. Elle avait mon âge, mais elle venait d'une famille très riche. Et donc je suis passé de la rue à un 350 mètres carrés dans les plus beaux quartiers bordelais, avec son père qui lui donnait 5 000 € d'argent de poche chaque mois. Et donc vraiment, j'ai compris qu'il existait des gens riches, parce que ma vision de la richesse, moi, c'était, je sais pas, quand tu as une belle voiture et un appartement, tu es riche. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait de la vraie richesse. Et ça, c'était que le début, parce que après, j'ai compris qu'il y avait des ultra riches. Et aujourd'hui, quand je vois les personnes qui m'entourent et le milieu d'où je viens, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont fait un tel grand écart dans leur vie. Ça a été un événement important, cette femme que tu as rencontrée à ce moment-là? Ça a changé des choses dans ta tête et dans ta vie? J'ai compris que tu pouvais, même si tu n'avais pas les bonnes cartes, jouer la partie. Donc moi, je jouais sur mon physique, j'essayais d'être drôle, j'essayais d'être cultivé. Et en fait, j'ai réalisé qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de vendre un mauvais produit. Et donc même si je n'avais pas les bonnes cartes, j'arrivais toujours à créer de l'émotion chez les gens. Et je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de comprendre que si tu veux de la visibilité, si tu veux être un bon entrepreneur, si tu veux réussir en tout cas de t'entourer de personnes positives et qui te poussent vers le haut, il faut être capable de les motiver à travailler avec toi, il faut leur donner de la vision, il faut leur donner ta mission, leur expliquer pourquoi tu te bats chaque matin. Et du coup, ils te rejoignent non pas pour être payés, avoir un salaire, mais surtout pour participer à quelque chose qui les dépasse et qui donne du sens à leur quotidien. Et donc à l'époque, je faisais ça, même si ce n'était pas des salariés, mais avec des gens qui m'entouraient. Et c'est là que j'ai commencé à créer ce qu'on appelle des club deals, en m'entourant de gens qui avaient beaucoup d'argent, qui n'avaient pas envie de travailler. Et comme ils avaient confiance en moi et qu'ils me trouvaient pertinent, moi j'utilisais leur capacité de levier bancaire pour monter des opérations immobilières notamment, ou pour acheter des voitures que je revendais. Et donc j'ai très vite compris l'effet de levier. Et même si je déteste l'effet de levier auprès des banques, parce que je pense que ça te met dans des situations extrêmement compliquées, même si je sais que toi c'est ta spécialité, moi j'ai toujours gardé cette peur de tout perdre, parce que plusieurs fois j'ai tout perdu en prenant des risques quand j'étais jeune, et je veux plus revivre cette sensation du manque et de ne pas savoir comment tu vas finir les fins de mois. C'est quelque chose qui a vraiment été ancré en moi, c'est-à-dire que quand je touchais, même pas le RSA, parce que le RSA c'était à partir de 25 ans, mais moi j'avais la CAF, j'avais les aides de fac, le Crous, j'avais des logements universitaires, enfin des trucs dégueulasses où il y avait des rats qui passaient, des cafards, et je savais pas comment finir le mois, et la plupart du temps, je devais quasiment rationaliser ou rationiser, je sais pas comment tu dis, la fin de la bouffe, enfin bref, c'était vraiment galère. Et aujourd'hui, l'argent, même si je dépense pas forcément beaucoup, tu vois, pour des choses, je vais pas en boîte de nuit, enfin en tout cas très peu, je n'ai pas de voiture, je vais pas me faire des kiffs énormes, ou en tout cas, tu vois, quand je me fais un kiff, même quand j'ai des montres, c'est des montres qui vont prendre de la valeur, parce que je sais exactement lesquelles acheter. Et donc, je vais avoir des montres qui sont introuvables, et donc qui prennent de la valeur sur le marché secondaire. Tout ce que j'achète fait monter mon patrimoine. Mon kiff, en dessous de 10 000 €, je pars du principe que je peux me faire plaisir. Au-dessus de 10 000 €, chaque achat doit faire monter mon patrimoine et donc ne pas se dévaluer, que ce soit dans l'art, dans mes placements, dans des bijoux, dans des voitures, dans de l'immobilier évidemment. Ça a été ton premier business, c'est Club Deal? Ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant pour gagner de l'argent quand tu étais dans la rue? Moi, j'ai fait plein de choses bien moins rémunératrices. Au début, j'ai commencé en
en codant, parce que du coup j'allais beaucoup sur internet dans les cybercafés, en codant les calculettes TI 89+, qui étaient obligatoires dans mon lycée, qui était un lycée un peu élite de Bordeaux pour SSI, Sciences de l'ingénieur. Et du coup j'arrivais à créer des programmes de triche qui permettaient d'enregistrer tous tes cours, toutes les formules, et tu n'avais plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça te sorte tout l'exposé mathématique jusqu'à la conclusion. Et donc mes potes qui avaient de l'argent me donnaient 10 ou 15 € à l'époque pour mettre leur triche. Et puis après, j'ai fait pareil avec les scooters, c'est-à-dire que je les retapais, j'améliorais la carrosserie, je débridais les scooters de mes potes. Et du coup, je gagnais des petites pièces et puis après, je l'ai pu les acheter. Donc j'achetais des scooters qui étaient en mauvais état, je les réparais, je les revendais, je faisais des plus-values. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. J'ai acheté beaucoup de voitures à un moment. C'est pour ça que j'ai eu... ouais, non, ça vaut mieux pas en parler. Mais... Donc du coup, je faisais beaucoup de voitures. Et en réalité, j'ai compris, et ça, c'était une première leçon business, que quand tu es prêt à travailler, tu peux gagner de l'argent. Et je vais donner un exemple. Je vivais à Bordeaux, et à Bordeaux, il y a beaucoup d'avocats, de notaires, de personnes qui ont de l'argent, on va dire. Et ils étaient prêts à payer 2 ou 3 000 € plus cher la voiture si elle arrivait sans aucun pet, qu'elle avait été nettoyée, que tous les papiers étaient faits, qu'ils n'avaient rien à faire. Et à l'inverse, je voyais que si j'étais prêt à monter à Lille ou à Marseille, dans une autre ville où il y avait moins d'argent, les gens étaient prêts à vendre leur voiture 2 ou 3 000 € en dessous du prix du marché. Et donc, tu faisais un écart, un delta de 4, 5, 6 000 € par voiture. Parce qu'en fait, je faisais ce que les autres ne voulaient pas faire, à savoir, je prenais le train, j'allais à Lille, je redescendais la voiture pendant 7 heures, je galérais à faire la carte grise. À l'époque, tu ne pouvais pas le faire en ligne, il fallait aller à la préfecture, tu faisais la queue le matin à 6 heures, mais je le faisais pour l'acheteur de manière à lui simplifier les démarches. Et c'est comme ça que j'ai accumulé. Et les voitures, j'en faisais 3, 4, 5 par mois, et ça allait très vite. Donc c'est cette première approche du business qui m'a vraiment servi, un peu comme la spécialisation, c'est-à-dire que même aujourd'hui, je me concentre sur des choses que je maîtrise, c'est-à-dire que je ne m'éparpille pas. Il y a trop de businessmen qui veulent faire 10 sujets en même temps, et la plupart du temps, ils les loupent, à part quand c'est des génies absolus comme Elon Musk qui peut en même temps faire des fusées, des voitures électriques. Mais ce que je veux dire, c'est que des Elon Musk, il y en a quand même assez peu. Moi, je me spécialisais, c'est-à-dire que j'apprenais par cœur les codes et les significations d'une voiture précise. Celle que je préférais faire, c'était l'Audi A6 2,7 litres TDI Quattro avant. Donc je me souviens encore du modèle. C'était les Audi Break. Et pourquoi les Audi Break? Parce que c'était des voitures de pères de famille et je savais que les pères de famille, ils n'avaient pas le temps d'aller acheter la voiture dans une autre ville. Et 2,7 litres TDI parce que c'était la voiture, on va dire, de la classe moyenne que les gens pouvaient s'acheter en se faisant plaisir, mais que les riches ne prenaient pas parce qu'elle n'était pas assez puissante. Donc j'étais parfaitement dans la classe moyenne qui n'avait pas le temps de s'en occuper, qui n'avait pas les moyens d'envoyer quelqu'un acheter la voiture à leur place ou qui ne voulait l'acheter qu'en concession, parce que les très riches achètent leur voiture en concession et pas sur le Bon Coin ou la Centrale. Anthony, tu m'as parlé de ton enfance, tu m'as parlé de tes souffrances, de l'inconfort dans lequel tu as été lorsque tu étais avec tes parents et quand tu en es parti. Quelle place tu dirais que ça a dans ta réussite aujourd'hui? Au moins 50%. Parce que c'est une telle accumulation de haine, d'envie de revanche, de vengeance, que ça explique cette envie de toujours aller plus loin. Et je pense que si j'étais né dans le confort, l'opulence, comme certains de mes potes aujourd'hui, je serais déjà content de ce que j'ai et j'irais comme eux faire des soirées, faire du surf, voyager dans le monde entier. Donc je le fais même pas pour l'argent, moi je le fais pour une revanche générationnelle. C'est-à-dire que je le fais pour tous ceux qui n'ont pas eu ma chance et pour tous ceux qui sont encore dans la même banlieue que la mienne, tous ceux qui n'ont pas réussi à s'extraire. Donc je me dis que je dois porter pour eux cette mission. Et si je peux faire effet miroir avec des jeunes qui vivent eux aussi une situation compliquée, pas forcément pour les mêmes raisons, mais ça peut être le handicap, ça peut être plein de choses. Je me dis, si je le fais, ça va les convaincre qu'ils peuvent le faire. C'est un peu ce qui me manquait. Moi, à l'époque, les entrepreneurs, c'était tous des gens qui venaient du sérail. Il n'y avait même pas vraiment d'entrepreneurs, de toute manière. C'était l'époque où il y avait plutôt des capitaines d'industrie. Bon, il y a eu Bernard Tapie qui a
qui a fait de belles choses, mais j'étais encore quand même très jeune. Et aujourd'hui, le monde des startups a au moins le mérite de montrer que tu peux lever de l'argent, tu peux croire en ton destin et que si tu le pitches bien, si tu le présentes bien, des investisseurs peuvent te faire confiance. C'est pour ça aussi qu'on a fait Blast, pour justement tendre la main à ces personnes qui ne rentrent pas forcément dans les cases nécessaires pour lever de l'argent dans l'écosystème parisien. Et donc, ouais, l'énergie que j'ai accumulée, c'est top. Et si vous êtes dans la souffrance aujourd'hui, honnêtement, voyez-le comme une chance parce que vous abandonnerez pas. Et c'est pour ça que des moments qui pourraient être considérés comme stressants pour le commun des mortels, on va dire, moi, me stresse pas du tout. C'est-à-dire quand j'ai des gros problèmes, c'est toujours des problèmes inférieurs et moins stressants à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc, je suis toujours relativement calme face à l'adversité. Tu ressens la haine encore aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup de haine, mais qui est beaucoup mieux maîtrisée. Elle l'est à l'intérieur de moi, mais je l'ai cadenassée. C'est un peu comme Naruto, pour ceux qui connaissent, c'est le renard à 9 queues, ou je ne sais plus combien il a de queues. Mais quand il le contrôle plus, ça explose autour de lui. Il devient plus puissant, mais il se met dans des situations extrêmement risquées. C'est un peu la même chose avec moi. Si je me laisse emporter par la haine que j'ai à l'intérieur, je dérape et je peux gâcher tout ce que j'ai fait d'intéressant dans mon parcours. Donc je suis suivi par des psys qui me donnent des traitements assez lourds pour maîtriser, beaucoup de compléments alimentaires. Il faut que j'ai un rythme de vie militaire pour pas sortir de ma zone de maîtrise. Donc je dois me coucher tous les jours à la même heure, je dois manger à la même heure, je dois dormir au moins 8 heures. Je dois avoir une alimentation hyper équilibrée, je ne dois pas boire d'alcool, je ne dois pas fumer, évidemment pas prendre de drogue. Donc je me mets dans un contrôle total et c'est ce qui me permet d'utiliser la haine comme un puissant moteur sans être débordé. Cette haine, elle est envers qui? Envers quoi? Elle n'est plus envers personne. Pendant longtemps, elle a été envers ma famille, envers ma situation, parce qu'il y avait une sorte d'injustice, en tout cas, qui était ressentie comme telle. Alors je me disais, bon, je suis quand même plutôt bon élève, j'étais bon en natation, j'étais plutôt déterminé sur tout ce que je faisais, je lisais beaucoup, je parlais correctement. Et je me disais, pourquoi tout ça m'arrive à moi? Parce que c'était vraiment un enchaînement de problèmes. Et j'avais une haine contre la société qui était très forte, contre le système en place, parce que j'ai observé aussi que ce qui me limitait, c'était l'administration, quelque part. C'était la structure. Évidemment étatique, mais aussi familiale de la société. Quand tu sais pas où trouver un stage pendant tes études, mais tu galères beaucoup plus. Moi, les jeunes qui avaient mon âge, ils parlaient déjà 3 ou 4 langues parce qu'ils faisaient des voyages Erasmus ou que chaque été, ils allaient 1 mois dans une famille à l'étranger. Ils avaient des profs particuliers. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait des inégalités extrêmement fortes en France, même si encore une fois, il ne faut pas cracher sur le pays parce qu'au final, on est bien mieux lotis que 95% du reste du monde, je pense. Mais néanmoins, il y a des injustices très fortes et ça se ressent à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans le CAC 40, il y a 75% des sociétés qui sont dirigées par des personnes qui ont fait Polytechnique ou l'ENA et qui existent depuis très longtemps. Alors qu'aux États-Unis, le Nasdaq, c'est 95% de sociétés qui ont moins de 10 ans et qui sont majoritairement gouvernées par des jeunes. Donc cette injustice a nourri ma haine. Mais à force de résilience et quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, la haine s'est calmée et je l'ai mis dans le bon sens. C'est aussi des rencontres de vie que tu fais qui te permettent de le maîtriser. Quand j'ai rencontré Mélanie notamment, quand j'étais jeune, elle me disait cette énergie, il faut que tu arrives à la contrôler parce que c'est ce qui te permettra de réussir, mais c'est aussi ce qui pourra te détruire. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu es ton plus grand ennemi, comme tu es ton plus grand sauveur. Et donc, quand tu te regardes dans le miroir chaque matin, tu dois choisir de quel côté tu te places. Mais c'est extrêmement compliqué, surtout quand tu as des personnalités fortes, de choisir la bonne voie. Et j'ai toujours rêvé, même si je pense que c'est évidemment impossible, au moment de la mort, de voir tous les autres scénarios qui auraient pu s'écrire en fonction des choix que tu as faits. C'est un peu comme si, au moment de ta mort, sur ton lit d'hôpital, quand tu sais que tu vas partir dans 1 heure, 2 heures, que tu le sens et que tu es seul la nuit, qu'il n'y a plus d'infirmière, et que tu rencontres le fantôme de ce que tu aurais pu être.
le fantôme de la personne que tu aurais pu devenir si tu avais cru en toi, si tu avais osé sortir de ta zone de confort, si tu avais écouté tes rêves. Typiquement quelqu'un qui aurait rêvé de voyager, de découvrir 70 pays, qui ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas quitter son petit job, ou alors quelqu'un qui voulait devenir un musicien mais qui ne l'a pas fait parce que dans sa famille, personne n'y croyait. Bref, tous ces rêves déchus simplement parce qu'on n'a pas osé. Et je pense que parler à ce fantôme, ou en tout cas s'imaginer en train de le faire, te donne envie de t'extraire de ta condition initiale, d'aller plus loin, de te mettre en danger, parce qu'au final, je pense honnêtement que la vie est un grand jeu, qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Moi, je ne suis pas du tout religieux et je pense que quand je mourrai, ce sera terminé. Donc autant profiter au maximum, quitte à prendre des risques parfois, à faire des erreurs, mais il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'en font pas. Tu parles de cette énergie que tu aurais pu mettre soit au service de ta destruction, soit de ta création. Tu as déjà pensé à te détruire ? J'ai la chance de ne pas avoir pensé à tout ce qui est suicide, etc. parce que j'étais extrêmement optimiste. Donc j'ai jamais pensé à me détruire moi, mais j'ai pensé à détruire les autres. Je pensais pas forcément au suicide, mais à te détruire, sombrer dans l'alcool, dans la drogue, sombrer dans le crime par exemple. Ouais, disons que je suis très sensible à l'addiction. Donc quand j'étais jeune, je pouvais boire, j'ai jamais été alcoolique, mais je buvais en soirée et toujours j'allais dans l'excès. Quand j'aime quelque chose ou quand je fais quelque chose, c'est toujours à 200%. Et donc c'est pour ça que je m'interdis, d'ailleurs je ne bois pas d'alcool depuis 3-4 ans, depuis que j'ai vraiment commencé, même plus, depuis 5-6 ans, je bois plus d'alcool, évidemment je ne prends pas de drogue. Mais même par exemple les paris sportifs, j'en fais pas, je vais pas au foot, je vais pas chercher des passions qui pourraient me demander trop de temps parce que je deviens obsessionnel. C'est-à-dire que quand je veux acheter quelque chose, que ce soit une montre ou même un matelas, je vais être obsessionnel et ça va me prendre une semaine de comprendre toutes les technologies de matelas inimaginables. C'est-à-dire que je vais regarder quelle est la différence entre le matelas à ressort, le matelas à mémoire, est-ce qu'il faut prendre un hybride, pourquoi, les draps, est-ce qu'il vaut mieux des draps en soie, est-ce que ça respire mieux que les draps en lin lavé, et je vais toujours creuser au maximum et poser des questions que les gens auxquelles ne peuvent même pas répondre. C'est-à-dire que quand je vais poser des questions à la personne qui vend des draps ou des matelas, elle me regarde, elle me prend pour un fou en fait. Donc vu que je suis obsessionnel, j'évite tout ce qui peut être dangereux parce que sinon j'y céderais trop rapidement. Aujourd'hui, tu n'es plus un ado, tu as réalisé beaucoup de projets entrepreneuriaux, ta vie est complètement différente, tu as connu l'argent, la notoriété, notamment grâce à M6 il y a quelques années. Comment tu vis cette notoriété aujourd'hui ? Je suis pas sensible, on va dire, à la visibilité, à la notoriété. Je m'en sers beaucoup pour le business, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Disons que je vais pas en boîte de nuit pour rechercher la fame. J'aime pas sortir, je refuse tous les déjeuners, tous les dîners. C'est extrêmement rare que je m'autorise des rencontres avec des gens qui me contactent. Je reste vraiment focus sur mon travail et mon quotidien. Donc en réalité, la notoriété, je la vois pas trop. On voit bien sur les réseaux qu'il y a de l'attraction, qu'il y a beaucoup de monde quand on va dans la rue, des gens qui nous arrêtent. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ose même pas imaginer en réalité des gens très connus, des gens vraiment connus, parce que nous on reste des entrepreneurs. Mais un Justin Bieber, un rappeur, un Mbappé, ça doit vraiment être compliqué parce que tu ne peux plus sortir sans que les gens viennent te demander quelque chose. Maintenant c'est le jeu, donc tu peux pas t'en plaindre une fois de plus. Tu sais où tu mets les pieds, donc ce serait malvenu de le critiquer. Mais c'est vrai que ça change la donne et le point positif, c'est que je peux avoir un impact sur plein de gens et au quotidien sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui nous disent « parce que j'ai vu tes vidéos, ça a changé ma vie, j'ai osé croire en moi, j'ai osé quitter mon mari, j'ai osé reprendre mes études, j'ai osé déménager ». Et c'est un KPI, un OKR que je demande à mes équipes de suivre, donc un objectif de noter combien de vies on a changé, même si c'est un peu prétentieux quand je le dis comme ça, mais combien de personnes en tout cas nous ont dit « t'as eu un impact ». Et ça c'est super cool. Qu'est-ce que tu ressens, par exemple si c'est dans le cadre de l'émission Qui veut être mon associé, le fait de pouvoir financer beaucoup de startups, de réaliser des rêves de certaines personnes, qu'est-ce que ça te fait concrètement ? Tu vois une personne en face de toi, un jeune entrepreneur qui peut-être
a de la difficulté à obtenir des fonds depuis des mois, voire des années. Tu lui donnes ces fonds, tu lui accordes ces fonds, tu lui accordes ça, qu'est-ce que tu ressens immédiatement? C'est extrêmement valorisant et agréable de pouvoir participer à une aventure, même si, encore une fois, le succès revient toujours aux entrepreneurs. L'investisseur est là pour soutenir, pour challenger, pour aider. Mais revivre ces moments de début d'aventure quand tu n'as rien et que toute ton énergie est mise pour la société, pour ta création, pour ton idée, c'est quelque chose de superbe. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'arrêterai jamais de travailler. Parce que pour moi, c'est pas du travail. C'est-à-dire que le week-end, je suis sur mon ordi, je gère mes problèmes, j'adore. C'est-à-dire que je prends plus de plaisir à être sur mon ordi qu'aller prendre des verres avec des gens qui me racontent le dernier film qu'ils ont vu au cinéma. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Et donc vraiment, j'ai cette chance de gagner bien ma vie tout en faisant des choses que je pense intéressantes pour la société, parce qu'on va créer de l'emploi, parce qu'on va créer des sociétés et des entreprises. Le fait d'avoir de l'argent aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, dans ta vie ou dans ton caractère? Dans mon caractère, je pense pas. Je m'affirme plus et je m'assume plus, c'est-à-dire que je fais encore moins d'efforts. C'est-à-dire que déjà avant, j'étais un peu autiste, j'aimais pas trop parler aux gens, mais j'avais du mal à refuser les invitations. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir dire non à 95% des demandes pour rester concentré sur ses objectifs sans se demander est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas bien. Tu dois te concentrer sur les gens qui sont vraiment là pour toi. Tous les autres, on les met de côté. Et c'est pour ça que je suis vraiment en petit comité autour de moi. J'ai des lieutenants, des soldats en qui j'ai toute confiance, confiance aveugle. Et ça me permet de déléguer en toute simplicité et sans que ça me prenne la tête. On l'a vu aussi chez d'autres personnes, des sportifs de haut niveau ou des artistes. La notoriété, le fait d'avoir de l'argent, est-ce que tu as peur qu'un jour ça te fasse perdre la tête? Non, je pense pas, parce qu'en fait, j'ai déjà manqué d'argent et j'ai déjà gagné, tout reperdu. Et je suis très construit dans mon patrimoine, c'est-à-dire que là aussi, je suis dans la maîtrise totale. Donc, j'ai constitué un patrimoine, un portefeuille qui se veut extrêmement défensif. C'est-à-dire que je prends beaucoup de risques avec les startups, mais tous mes autres investissements sont vraiment sans risque, à capital garanti même, je dirais. Donc, quitte à grossir moins vite que ce que je pourrais si je faisais beaucoup de leviers bancaires, je continue à grimper marche après marche avec un objectif assumé d'être milliardaire, non pas pour le chiffre, mais tout simplement parce que je trouve ça drôle de me dire que mon père était contrôleur de train et que je peux devenir milliardaire. Et quand je serai milliardaire, je voudrais être le plus riche. Donc ça va pas être facile parce qu'en France, il y a Bernard Arnault, donc il a un petit peu d'avance. Mais l'objectif, c'est pas de gagner, encore une fois. C'est d'être dans la compétition. C'est d'être dans l'état d'esprit de se comparer, mais positivement. Pas se comparer pour se juger, mais de se comparer en disant « Ah, là-dessus, il est plus fort que moi, il faut que je m'améliore. » Et je trouve que c'est un peu le but de la vie aussi, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris dans ta vie? Je dirais qu'il faut croire en soi. C'est vraiment le plus important parce que quelque part, si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras jamais regrouper des gens qui vont t'accompagner, qui vont te supporter, qui vont parfois mettre leur vie entre parenthèses pour t'accompagner dans tes ambitions et dans tes exploits. Et si j'avais cru en moi plus tôt, je pense que j'aurais gagné du temps. Donc vraiment, trouvez ce qui vous anime, trouvez ce qui vous fait vibrer et croyez dans la possibilité de faire de grandes choses. L'humain n'a vraiment aucune limite et j'en suis convaincu. Si je veux devenir président de la République, je deviendrai président de la République. Si je veux devenir milliardaire, je deviendrai milliardaire. Si je veux changer les choses et déclencher une révolution, je déclencherai une révolution. Et je suis persuadé que en étant très focus, tu peux déclencher des leviers inconscients qui t'amènent vers ta réussite. Anthony, merci pour ta confession et ton passage sur mon divan.